Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi 24 septembre 2025. Vous êtes à l'écoute donc de Tech et Transmission animée par Elsa Tanous. Ma co-animatrice Michel n'est pas là aujourd'hui, mais je lui envoie un petit coucou. Alors la semaine dernière, on a parlé de carrière, de maternité, d'équilibre vie pro, vie perso. Aujourd'hui, je reçois un trio que j'aime particulièrement, surtout une d'entre elles. Et on va parler donc, comme à tous les mercredis, de femmes en technologie, de transmission des savoirs, mais plus particulièrement aujourd'hui de pourquoi les femmes ont peur d'aller en tech, entre enjeux et interrogations. Et pour ce faire, mon trio sera composé de Wesley James Grove, qui est Asset Manager IT Delivery à la Banque Nationale. Bonjour Wesley. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Première fois à la radio. Tout à fait. Parfait, merci. De Lynn D'Amico, qui est vice-présidente de livraison et transformation de TI à la Banque Nationale. Bonsoir Lynn. Salut ça. Ça va? Ça va bien toi? Oui. Et de leur fille adoptive, Nara Pangan, qui est principale développeur DevOps à la Banque Nationale. Bonsoir. Ça va? Vous l'aurez compris, on est team Banque Nationale aujourd'hui. Bonsoir à tous les trois, merci d'être là. Alors pour la petite joke, Nara n'est pas leur fille adoptive, mais elle pourrait l'être. Par contre, pour la vraie information, j'ai la chance d'avoir un couple aujourd'hui. Ce que j'ai pas souvent, et c'est pas faute d'avoir essayé. Donc merci encore à tous les deux de jouer le jeu. Aujourd'hui, on parle de pourquoi les femmes ont peur d'aller en tech. Donc Lynn et Nara sont des femmes en tech. Wesley est un homme en tech, mais surtout un conjoint qui supporte sa conjointe en technologie. Première question, on va faire honneur aux hommes aujourd'hui, parce que vous êtes quand même, voilà. Wesley, qui es-tu? Dis-nous tout. Ben écoute, on va commencer d'une façon assez simple, d'un doctorat en chiropratie que j'ai fait en Californie. Après, j'ai fait un virage du côté de la Banque Nationale qui était peut-être un chemin qui n'était pas tout à fait linéaire. Je suis une personne curieuse de nature. J'ai commencé, comme un peu tout le monde, dans tous les débuts, j'ai débuté dans les centres d'appel pour justement comprendre le fonctionnement d'une banque du côté domaine bancaire. Au fil des années, j'ai continué à évoluer à travers les différents tours de livraison de la banque, opérations, paiement, jusqu'à devenir dans mon rôle présent gestionnaire applicatif ou application manager en anglais du côté du marché des capitaux. Fait qu'aujourd'hui, je suis rendu là. Je voulais être là au croisement de la technologie et du volet opération et humain. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Merci Wesley. On va revenir quand même sur le commencement en chiropratie pour finir en TI. Moi, je suis très curieuse. Puis si ça avait été un profil féminin, on l'aurait adoré. On t'aime bien quand même. Merci Wesley. Lynn, moi je sais qui tu es, mais mes auditeurs ne savent pas qui tu es. Oui, donc je vais commencer par maman de 3 filles. Mm-hmm. Donc, alors 3 belles filles de 15, 17, 20 ans qui jouent toutes les 3 au hockey. Donc, elles aussi baignent dans un milieu majoritairement masculin dans le hockey. J'ai étudié en mathématiques et économie. Puis mon premier travail, c'était pour aller rejoindre mon conjoint qui étudiait aux États-Unis. Donc, j'ai travaillé à la NASA pour la US Navy. J'étais en statistique et probabilité. Puis c'est là que j'ai commencé à me mettre les mains dans le data et dans les systèmes, développer des systèmes pour les aider à prendre des décisions. Donc, j'ai fait ça pendant à peu près 4 ans. Et puis, après, je suis arrivée à la banque en 2003. Donc, je travaillais on était une petite équipe TI dans un centre d'opération. Donc, j'étais encore au niveau des bases de données, mais j'étais très intéressée à la gestion. Donc, de gérer les équipes, de les faire performer, etc. Donc, j'ai rentré tout de suite en gestion de risque. J'ai fait de la comptabilité, de la gestion de capital, liquidité, pour ceux qui connaissent un petit peu les institutions financières. Puis, j'ai fait un premier saut au marché financier également, qui sont des équipes qui prennent des décisions hyper rapidement. Donc, j'ai appris énormément avec eux. Puis ensuite, j'ai fait le saut. Je suis sortie de ma zone de confort. Je suis allée en sécurité. Donc, je suis devenue la CISO de la Banque Nationale. CISO? Donc, CISO qui est chef Information Security Officer. Okay. Donc, un milieu encore plus masculin que la TI. Donc, c'était aussi mon premier poste comme exécutive dans une entreprise. Alors, j'ai appris plein de choses. Et puis maintenant, je suis en livraison. Donc, en livraison technologique là, pour différents secteurs de la banque. Et ça veut dire quoi, livraison technologique, pour ceux qui ne savent pas? Ça veut dire qu'on va livrer des projets, des initiatives à nature technologique, mais qui apportent de la valeur aux différents secteurs. Puis, en même temps, les systèmes qui roulent au quotidien, on s'assure qu'ils sont bien maintenus et qu'ils roulent à tout près de 100% sans faille. Parfait. Donc Lynn aussi, ça fait un peu plus de 20 ans que vous faites ce que vous faites.
Et aujourd'hui, on a donc Nara, qui, elle, ça fait moins de 20 ans qu'elle fait ce qu'elle fait. C'est intéressant parce qu'on va avoir deux angles aujourd'hui, deux générations qui vont se parler. Nara, qui es-tu? Mon parcours, il est vraiment court. J'ai commencé à la BDC, donc j'étais développeuse là-bas, puis pendant un bout, c'était tout ce qui est applicatif. Puis là, j'ai fait le switch après 3 ans pour des nouveaux challenges à la Banque nationale. Là, je suis rendue dev principal, puis je travaille dans le cloud. Donc, s'assurer en fait que toutes les équipes applicatives ont les outils nécessaires pour pouvoir s'intégrer au cloud. D'accord, donc quand tu disais dev principal, ça veut dire quoi pour ceux qui ne savent pas? Donc, quelles sont tes missions un peu au quotidien en 2-3 lignes? Ouais, donc tout ce qui est développement, donc hands-on code, Okay. je suis involved, mais aussi quand ça devient la stratégie, on en parle aussi. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es à la banque? Ça fait 1 an et quelques mois. Ok, d'accord, parfait. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi les femmes ont peur d'aller en tech? Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, Linda Miko fait partie du documentaire Femmes en tech et alors, vous aurez peut-être reconnu à sa voix. Et elle nous a partagé son parcours justement dans ce documentaire-là. Lynn, pourquoi il y a des freins encore qui retiennent les femmes de s'orienter vers les TI? Je pense que je pourrais peut-être résumer en 4 éléments que je vois souvent là, sur le terrain avec les femmes. La première, c'est la perception de ce qu'est la technologie. Okay. Donc souvent, on a Nara qui est une développeur. On va souvent associer le rôle de développeur ou d'infrastructure à la technologie, alors qu'il y a une panoplie de rôles. Mm-hmm. Donc souvent, ce qu'on veut faire, c'est démystifier c'est quoi les techs pour les femmes, que ce soit les jeunes filles, pour les orienter dans les technologies ou les femmes en changement de carrière. Mm-hmm. Donc ça, je dirais, c'est le premier. Ensuite, on a clairement un manque de modèles féminins. Mm-hmm. Donc, que ce soit de l'enseignement universitaire jusque dans différents rôles, que ce soit des rôles de gestion, d'exécutif, de CIO. J'ai la chance d'avoir une patronne CIO. Donc, ce manque-là de modèles féminins fait en sorte que ça ne propulse pas les filles à être curieuses envers les technologies et encore moins aussi de rester dans leur premier emploi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit essayer de changer le plus possible, mais il faut qu'on parte du bassin, donc d'augmenter le bassin. Je dirais le sentiment d'appartenance aussi, dans un milieu majoritairement masculin. Donc, tu sais, souvent, on a peur de le dire, mais on a souvent les gens vont avoir la perception qu'une fille ne doit pas être en TI. Donc, et ça se voit souvent, « Ah, t'es en TI, pour vrai? Comment ça? » Donc, tu sais, puis quand tu commences sur le marché, comme Nara, qui va commencer, c'est un drôle d'accueil. Donc, il y a les billets aussi qui existent. Donc, ce sentiment-là d'appartenance à un environnement qui est majoritairement masculin peut faire en sorte que les filles ne se sentent pas bienvenues dans ce monde-là. Donc, ils ne restent pas, même s'ils sont formés ingénieurs ou dans les STEM. Le dernier, je dirais, c'est la culture. Donc, la culture d'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que, justement, les entreprises font en sorte que les femmes ont les conditions gagnantes pour pouvoir atteindre leur ambition, pouvoir monter les échelons aussi, malgré le fait qu'ils peuvent avoir des enfants, même s'ils n'ont pas d'enfants, dans leur type de personnalité, dans la différence qu'elles apportent dans les discussions, de pouvoir changer cette culture-là pour pouvoir bien les intégrer et leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. Parfait, merci Lynn. Nara, justement, Lynn parlait tantôt de biais, de préjugés. Est-ce que toi, tu en as constaté qui décourage les femmes? Puis qu'est-ce qui, toi, t'a pas découragé, justement, à aller en tech? Moi, c'est vraiment la manque de représentation. Est-ce qu'il y a quelqu'un successful qui me ressemble dans le domaine? C'est ça qui manque des fois. Et en fait, à mes débuts, c'est encourageant un peu. C'est comme « I could do this myself ». Mais là, de plus en plus, avec le temps, exemple à la BNC, je vais dans des réunions, puis justement, je vois du monde qui me ressemble, pas juste femme, mais qui me ressemble aussi. Donc, c'est motivant. Tu te sens du coup dans un sentiment d'appartenance et tu te dis « je peux le faire ». Exactement. Ok, parfait. Wesley, en tant que conjoint de Lynn, comment le soutien du partenaire peut-il aider une femme à s'épanouir dans la tech? Puis ça va être valable vraiment pour tous les conjoints et conjointes qui nous écoutent aujourd'hui. Si ta femme veut aller en tech, comment tu l'encourages? Mais dans un premier temps, je pense que c'est de soutenir le partenaire, right? Puis pour moi, c'est un élément qui est clé.
C'est aussi d'avoir de l'écoute, juste de l'écoute, d'encourager et ou de partager les différentes responsabilités qui sont à la maison, les tâches ménagères et autres, et ou de faire le Uber, les tout qui vient avec le tout. C'est aussi le partage avec le rôle et responsabilité avec les parents. Quand une femme travaille surtout en TI, elle a besoin de se sentir appuyée, right? Puis ça, c'est d'être appuyée en tout temps. Puis quand il est appuyé, selon moi, ça lui donne l'espace de s'épanouir. Puis s'il peut s'épanouir, ça lui permet de se concentrer sur sa carrière. Puis au-delà de ça, de ne pas se sentir coupable et ou débordé. La famille, le soutien de la famille, pour moi, c'est vraiment un moteur de réussite à ce niveau-là. Mais du coup, est-ce qu'il faut forcément être en tech pour comprendre cette réalité? Ou est-ce que ça nous donne un avant? Parce que Wesley est en tech. Pour quelqu'un qui, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, qui est en marketing et qui a une femme qui est en tech, comment est-ce qu'il la soutient s'il ne comprend pas la réalité? Parce que Lynn, tout le monde en a discuté, tu as 3 filles, tu es revenu tôt de tes maternités, tu es en livraison de projet, on sait que les journées peuvent être très longues et tes nuits très courtes. Est-ce qu'il faut forcément avoir un conjoint qui comprend notre réalité en tech ou c'est quoi qui fonctionne? C'est quoi le secret? Si je peux peut-être partir, non, il ne faut pas que ça soit une personne qui fait la même chose que toi, que ça soit en tech ou ailleurs. Les femmes ailleurs, que ça soit dans les domaines des marchés capitaux, n'importe quoi, de pouvoir monter dans l'échelon puis d'être des membres de la haute direction, il n'y en a pas beaucoup en pourcentage, les femmes. Donc, et leur conjoint ne fait pas la même chose non plus. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est être à l'écoute. Je vais dire de supporter autant dans les bons moments que dans les moments plus difficiles, d'apporter ce soutien-là mental, de ne pas lâcher et moi je dis toujours de donner de la confiance parce que souvent les femmes, la prise de risque, la confiance, c'est pas quelque chose qu'on a aussi naturellement. Donc je pense qu'effectivement, même si le conjoint ne fait pas la même chose, il y a du soutien à donner pareil. Parfait. On va prendre 2 petites minutes de pause, puis on revient continuer sur cette superbe discussion. Perdez pas le fil, s'il vous plaît. On va écouter Tout le coup de chair de Sarkas et Davy. À tantôt! Rebonjour, vous êtes à Tech et Transmission, vous écoutez Elisabeth Annonce en compagnie donc de Wesley, Lynn et Nara et on est en train de parler aujourd'hui de pourquoi les femmes ont peur d'aller en technologie. Et juste avant la pause, on est en train de dire à quel point c'est important d'avoir le village, qu'un couple n'a pas besoin de faire la même chose pour se soutenir, que ça demande beaucoup d'écoute, d'accompagnement, de soutien familial. Et donc, pour le retour, pour vous tous d'ailleurs, j'ai une question. En quoi l'environnement social et professionnel influence-t-il l'épanouissement des femmes en TI? Je vais commencer par toi, Lynn. Je vais répondre à haut niveau. Là, je pense que les 2 environnements, social et professionnel, c'est des systèmes importants qui contiennent des règles, une historique, une culture, je vais même dire une vérité avec laquelle les gens sont habitués de composer. Puis c'est important comme femme de connaître cette vérité-là, cette réalité-là, comme quand on joue dans un jeu vidéo. Donc, il y a des règles, il y a des endroits que tu peux aller, que c'est plus difficile, plus simple. Puis, on ne peut pas faire abstraction de ces systèmes-là. Puis, pour moi, les environnements peuvent donner des ailes ou peuvent freiner également. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il faut non seulement développer les femmes pour qu'ils puissent justement là, avoir différents outils, que ce soit du coaching, du mentorat, du réseautage pour bien naviguer ces environnements-là, mais aussi travailler sur la culture puis la structure de ces systèmes-là fondamentalement parce qu'on œuvre là-dedans. Donc, un changement de mindset, un changement dans les organisations des règles du jeu, des conditions gagnantes pour qu'on puisse justement s'épanouir. Fait que ces 2 morceaux-là, pour moi, sont nécessaires à l'atteinte de la pleine performance, je vais dire, là, des femmes. Des femmes en TI, parfait. Wesley? Mais moi, je pense que les hommes sont des alliés quand même très importants. Ils ont vraiment un rôle fondamental à jouer. Comme par exemple, les hommes ont tendance à souvent parler plus fort sans le vouloir dans les rencontres. Mais un simple geste comme ajuster son ton lors des rencontres et ou des discussions, je pense que c'est déjà un geste d'inclusion. Être un allié aussi, c'est savoir écouter et laisser de la place aux autres de vive voix. Dans le monde des TI, les femmes font face à des défis, selon moi, invisibles, bias, si je peux dire l'anglicisme, stéréotypes et manque de reconnaissance.
Pour changer les choses, il faut écouter, soutenir, intervenir et surtout, selon moi, valoriser leur réussite. Un climat inclusif, c'est plus qu'un mot, c'est la clé pour laquelle il brille et que l'innovation puisse rayonner davantage. Un petit changement implique un grand impact. C'est comme ça, moi, je le vois. Un petit changement implique un grand impact, j'aime bien cette phrase. Nara, comment tu te sens, toi? Toi, tu viens de commencer, en fait. Ouais. Dans l'environnement professionnel, ce qui est le plus important que j'ai remarqué, c'est un espace de mentorat. C'est ce que Lynn disait tantôt. Ouais, le mentorat, ça m'a donné beaucoup de support, mais aussi beaucoup de confiance. You got this, t'es capable. Puis même juste de pouvoir parler à quelqu'un qui a été dans tes chaussures avant, qui l'a fait avant toi. Qui l'a vécu, c'est priceless. Et ça peut te permettre de ne pas faire les mêmes erreurs. Exact. C'est comme, oh mais ça je le vois venir, c'est ça qui va se passer, du coup non, pas sur l'autre chemin, ça va aller plus vite, ce sera mieux pour toi d'un point de vue santé mentale, etc. etc. Ouais. Donc le mentorat. Parfait. Est-ce que vous avez une anecdote à me partager, Lynn, toi dans tes 20 ans de carrière, d'un jour tu t'es dit, mais franchement, oh là là, ils ne méritent pas ces gens. Et que j'ai tellement d'anecdotes là, dans ma tête, c'est laquelle que je choisis. Je vais partir avec celle peut-être qui a eu le plus d'impact pour moi, puis qui j'espère que ça va vous toucher au plus de femmes et jeunes filles possible. Je dirais que c'est lié au sentiment de culpabilité. Donc, j'étais dans une conférence où est-ce que Isabelle Hudon était en train de donner une allocution. Puis elle racontait comment elle ne voulait pas cuisiner, puis il fallait qu'elle apporte justement qu'elle fasse des muffins pour son garçon, je pense, au primaire. Puis elle a dit, maman, elle aime pas ça cuisiner, puis elle fera pas de muffins pour ton activité d'aujourd'hui. Alors voilà. Puis là elle a dit, aujourd'hui, il a 20 quelques années, il ne m'aime pas moins parce que j'ai pas fait des muffins. Puis au début, quand je l'ai écouté, j'ai dit « Oh mon Dieu, tu peux pas faire de muffins! C'est impossible! Il faut que tu fasses des muffins! » Tu sais, le syndrome de la maman parfaite, la professionnelle qui est vraiment sur la coche à son travail. Mais après, je me suis dit « Elle a raison. C'est correct d'aimer son travail. C'est correct de... » Puis pour moi, là, ce que ça a fait, c'est que le poids énorme que j'avais sur les épaules de culpabilité, il a comme tombé. Puis j'ai eu une discussion avec mes filles. Puis j'ai réalisé qu'il était content que maman elle aime son travail, puis que maman elle continue, puis qu'elle rush fort. Puis oui, des fois je rentrais tard, je me levais tôt le matin, mais que c'était correct. Fait que pour moi, ce petit bout de vie-là, ce moment-là, cette anecdote-là, pour moi, était super importante. Qui a été un game changer pour toi, tu t'es senti moins coupable après, tu te dis, ok, je peux continuer ma carrière et puis continuer à rentrer tard. Non, je rigole. Et mon conjoint est correct avec ça. C'est ça. Wesley. Pour le moment, j'en ai pas qui me viennent en tête. Pour le moment. Je vais te laisser y penser, peut-être que tu vas nous partager quelque chose tantôt. Nara? Moi, j'en ai une, puis c'est plus pour motiver, puis pour rappeler les filles de oser. En fait, moi, au tout début, j'avais beaucoup de difficultés à trouver un stage. Avec 120 applications, quelques entrevues. 120 applications, waouh! C'est hyper important ce que tu viens de dire là, parce qu'il y en a beaucoup qui se découragent au bout de la 10e. 120 applications. Quelques entrevues, mais aucun offre. Ça, c'était pour une première expérience. Puis au final, je suis partie à une compétition de drone. Je faisais partie d'un club à l'école. Puis un des juges était fondateur d'un start-up. Puis à un souper, je l'approche, puis je suis comme « Hey, you know what? Je cherche un stage. Est-ce que... » Tu recrutes. Tu recrutes. Et ça, c'est l'audace qui paye. Et puis le fait de sortir de sa zone de confort. Puis c'était la première fois en fait qu'ils ont engagé un stagiaire, donc tout le processus était du nouveau. Puis là, l'année d'après, ça s'est bien terminé. Puis l'année d'après, là, il faisait partie de Coop, donc le job bank à Concordia finalement. Donc c'est devenu quelque chose de récurrent par la suite. 120 applications plus tard, tu as finalement eu ton stage. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça montre la force d'aller réseauter. Des fois, il y a beaucoup de personnes qui sont timides. Ils disent, mais moi, je ne vais pas approcher les gens. Puis, tu aurais pu ne pas approcher ce monsieur, puis tu n'aurais sûrement pas eu ton stage, tu aurais peut-être eu un autre plus tard, mais peut-être l'opportunité de sortir de sa zone de confort, de te dire, mais je tente à l'audace. Je ne suis pas forcément prête sur le moment, on essaye, puis on verra. Exact.
puis tu sais pas à qui tu parles des fois, ou tu sais pas vers où ça peut mener. Puis, c'est ça non, c'est très important. Tu sais, moi, je partageais l'anecdote de la maman sur LinkedIn du documentaire parce que ça fait 1 an pile à peu près que j'ai rencontré Lynn à un événement numérique au féminin l'année dernière. Puis j'avais très peur d'aller lui parler. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va me trouver d'intéressant? Qu'est-ce qu'elle va trouver d'intéressant à Didi Woman? Puis j'ai pris mon courage à 2 mains, puis je suis allée lui parler. Puis aujourd'hui, non seulement Lynn est ma mentor, mais elle est dans le documentaire que j'ai réalisé parce qu'elle m'a fait confiance. Et en plus de ça, elle m'accompagne dans toutes mes folies. Et donc c'est l'audace. Et je te rejoins vraiment. Puis on veut faire passer un message aux plus jeunes. Allez des fois à l'audace. Au pire, on vous dira non, pas maintenant. Au pire, on vous dira oui. Vous allez en sortir vraiment grandi, vous allez faire de beaux projets et les gens vont vous accompagner. Donc pour revenir sur ce côté entrepreneur, oui, Lynn, je te donne la parole. Je veux intervenir. Fait que oui, tu sais, d'avoir l'audace d'aller de l'avant, puis surtout quand c'est une autre femme. Donc moi, j'ai un message pour les femmes. Ce qui est super important, c'est, je pense que c'est Sheryl Sandberg qui avait dit ça dans son livre, « There's a special place in hell for women who don't help other women ». Donc on peut le traduire, là, mais pour moi, c'est tellement important que les femmes, entre nous, on se supporte. Ouais. Merci d'être venu me voir, vraiment. Merci à toi de m'avoir dit oui. Regarde, une année après, regarde, une émission de radio, un documentaire plus tard, plein d'événements à venir. Merci à vous 3 d'avoir été là. On me fait des signes de la radio, là, mais j'ai encore une dernière question pour vous, que vous pouvez reprendre un peu comme vous voulez, parce que je sais qu'il nous manquait quelques questions. Mais en dernier, c'est pourquoi l'avenir des TI doit-il inclure davantage de femmes? Lynn, d'un point de vue casquette entreprise, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour commencer? Oui, la réponse c'est oui, là, parce que pour moi, l'atteinte de ce meilleur équilibre-là homme-femme, ça fait en sorte que l'entreprise performe davantage. Donc, c'est une cause sociétale. Ça, c'est important à comprendre. Puis c'est aussi démontré, je vais en nommer quelques-uns, là, donc ça stimule l'innovation. Ça améliore aussi la performance financière, puis on a cette diversité-là dans les équipes. Ça renforce aussi l'efficacité des équipes, en même temps que la collaboration puis le bien-être. Puis il y a quelques chiffres que je pourrais donner, là, mais les équipes diversifiées, entre autres, sont 87% plus efficaces dans la prise de décision. Puis en tech, si je parle de start-up en tech, et puis ça se peut que les chiffres aient changé un petit peu, là, c'est les dernières stats que j'ai, mais les start-up qui sont dirigées par des femmes, ou cofondées par des femmes, vont générer 78 sous de rendement par dollar investi contre 32 sous quand c'est uniquement des hommes. Fait que le message, c'est pas que les femmes sont meilleures que les hommes, c'est qu'ensemble, femmes et hommes, on performe mieux. Wow, parfait. Merci Lynn. Wesley? Ben moi, je le vois qu'il faut la contribution de tous. Je pense qu'il faut être à l'écoute de tous. Puis je pense qu'il faut l'équilibre. Parce que présentement, on le voit dans le marché, puis moi, je le vois dans le hockey avec mes filles et tout, puis je le vois dans le domaine dans lequel je suis aussi. L'équilibre et puis la pensée, puis la façon que les femmes peuvent percevoir les choses, c'est bien aussi. Puis il ne faut pas avoir peur de laisser aller, puis de se faire embarquer, puis c'est correct de pouvoir y aller de l'avant. Puis je pense que c'est un pas à la fois. Je pense que c'est un geste à la fois, puis c'est d'être inclusif, je pense. C'est vraiment important, puis de ne pas d'avoir peur de voice out our pain. Right? Je le vois comme ça. Un pas à la fois, un geste à la fois. Nara, comment est-ce qu'on termine cette émission? Cet équilibre est important parce qu'elle va rappeler à tous que l'expertise technique et le leadership féminin n'est pas l'exception. C'est très important de se rappeler de ça. C'est pas l'exception. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez eu votre première expérience à la radio et que vous reviendrez nous voir. Alors l'épisode sera disponible dès ce samedi 9h30 sur les ondes de CIBL pour ceux qui aiment écouter la radio. Sinon dès demain sur Apple Podcast, Spotify et Balado Québec. Et dès la semaine prochaine sur YouTube pour ceux qui veulent nous voir parce qu'on est vraiment cute. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain. Je vais recevoir de nouveaux invités. Merci à vous 3 d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.